suis Grégory Katz, professeur à la faculté de médecine de l'Université de Paris, titulaire de la chaire Innovation et valeurs des soins. Je suis également président de PromptTime, qui est créateur d'écosystèmes fondés sur le service médical rendu et la transparence des résultats selon des indicateurs qui importent aux patients. Et mon équipe au sein de PromptTime vient d'être missionnée par le ministère et l'assurance maladie pour lancer une expérimentation dans le cadre de l'article 51 sur la cataracte, qui est en fait la première expérimentation en vie réelle de value-based healthcare en France. En fait, le sujet de la valeur des soins implique d'abord de parler le même langage et de définir ce qu'on entend par valeur. Pour ça, en fait, mieux que de revenir à la métaphore des petits pois que vous voyez à l'écran, de manière à ce qu'on puisse comprendre qu'on vit aujourd'hui dans un système de santé qui est complètement opaque et qui fait que lorsque la gousse est fermée, on ne peut pas détecter les différences de valeur entre les équipes soignantes, les parcours de soins, les produits de santé utilisés et en gros, tous les petits pois sont similaires. Dès qu'on ouvre la gousse, on dissipe l'opacité et on distingue certains acteurs en termes de résultats de soins, c'est-à-dire de service médical rendu. Ce qu'on entend par service médical rendu, ce n'est pas que le produit de santé, c'est l'intégralité du parcours. Et donc, cette approche plus holistique va à la fois combiner des produits, mais également des soins bien spécifiques et l'organisation d'un parcours. Et donc, c'est dans cette approche globale qu'on va déterminer à travers un score et des indicateurs tout au long du traitement des mesures qui vont être comparées non seulement dans le temps, mais également entre équipes. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à un système qui soit non seulement transparent, mais qui permette également de détecter quels sont les leaders et d'apprendre auprès d'eux pour créer une communauté apprenante. Alors, le point de départ du rapport EIT Health, c'est le constat qu'il y a une variation considérable en termes de résultats des soins au sein de certains pays et entre pays. Vous voyez sur ce diagramme, en fait, que par exemple, en Allemagne, le taux d'incontinence sévère après une prostatectomie radicale peut varier de 1 à 11 selon les équipes soignantes où vous vous faites soigner. En Suède, pour la cataracte, le taux de complications capsulaires peut varier de 1 à 31, donc 31 fois plus de complications selon la clinique où vous vous faites traiter. Certaines de ces données sont ajustées au profil des patients, donc au risque, et d'autres ne le sont pas. Donc, au-delà de l'hétérogénéité de ces données de vie réelle, ce qui est surprenant, c'est de voir qu'il n'y a qu'une poignée de drapeaux sur cette présentation. Qu'en est-il de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de tous ces autres pays? Est-ce qu'ils ne sont pas sur cette diapositive parce que les soins sont tellement homogènes dans ces pays qu'il n'y a pas de variation? Ou bien est-ce qu'il y a un retard culturel qui fait que ces pays n'ont même pas commencé à se mesurer et se comparer? Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est qu'en fait, dans un système fondé sur le volume des soins et la tarification à l'activité, plus vous faites de complications, plus vous réopérez, plus vous faites d'actes, et donc plus vous êtes payé. Et c'est quelque part une prime à l'échec. L'idée de la valeur des soins, c'est de renverser cette tarification à l'activité pour passer d'un système fondé sur le volume à la valeur. La troisième remarque, c'est qu'aujourd'hui, ces données ne sont pas disponibles parce qu'on n'a tout simplement pas pu les générer. Et donc, la grande idée, en fait, du value-based healthcare consiste à faire deux choses simples. La première, c'est de mesurer de manière systématique et standardisée le service médical rendu. Et la deuxième, c'est de rendre les SMR transparents. Et cette logique vise, d'une part, par la transparence, rendre ces SMR visibles, mais d'autre part, rendre également le choix des patients possible pour s'orienter dans le système de santé. Alors, la définition de la valeur, elle est connue, c'est un ratio. Les outcomes qui importent le plus aux patients ramenés au coût pour atteindre ces outcomes. Le numérateur est très important
parce qu'en fait, on va choisir quels indicateurs, quels instruments pour le nominateur, c'est-à-dire pour la mesure du SMR. Et en choisissant ces indicateurs, on va choisir également les équipes avec lesquelles on va se comparer. Donc il y a une vraie dimension stratégique dans ce choix. Concernant les coûts, eh bien, on est sur une difficulté qui fait qu'on a à la fois on va dire, un point aveugle pour les directeurs d'hôpitaux, mais également une boîte noire pour les équipes soignantes. Pourquoi ? Parce que le dénominateur, lui, est compliqué à mesurer pour plusieurs raisons. D'abord, les systèmes comptables au sein des établissements sont des systèmes de facturation. Le deuxième point, c'est qu'ils sont centrés plus sur une analyse des parcours qui sont hyper fragmentés et pour lesquels on va facturer chaque étape du parcours plutôt que la globalité. Et donc l'analyse de comptabilité analytique va être plus difficile à réaliser. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on a une difficulté, voire une réticence à partager les coûts. Pourquoi ? Parce que partager les coûts consiste finalement à partager sa marge nette, ce qui expose des acteurs hospitaliers à des négociations pour des baisses tarifaires. L'autre point, c'est qu'en fait, il est difficile de comparer les coûts parce que, par exemple, en Espagne et selon les régions, comparé à certaines régions en France, le coût, par exemple, d'un salaire d'infirmière ou d'aide-soignante ou d'un chirurgien peuvent être différents et cette grande variation rend les comparaisons difficiles. Et enfin, certaines approches comme le Time-Driven Activity-Based Costing, qui est une approche, on va dire, très rigoureuse et considérée par beaucoup d'acteurs comme laborieuse et difficilement implémentable à grande échelle. Donc tout ça fait qu'on a découvert que finalement le Value-Based Healthcare, en tout cas en Europe, et en tout cas dans ce rapport qui a été commandité par EIT Health, ce dénominateur des coûts est beaucoup plus difficile à mesurer que le nominateur qui, lui, est standard, homogène et permet en fait de comparer les équipes médicales au-delà des pays et au-delà au-delà des équipes. Alors, pour reprendre le fil de ce rapport, on est parti en fait de 22 pays. Ces 22 pays ont été analysés avec des interviews de leaders VBHC, donc on en a presque 250 qui ont été interviewés. On a également des visites de sites dans des organisations pionnières, que ce soit des établissements ou des payeurs ou des industriels. Et ce savoir empirique qui vient du terrain a permis en fait de déterminer une matrice qui est le plus petit dénominateur commun entre toutes les initiatives qui ont en fait permis de créer des écosystèmes VBHC et qui ont été concluantes. Alors cette matrice que vous voyez se décompose en 5 dimensions avec 9 building blocks qui sont en fait des sous-sections que je vais vous décrire dans un instant. On a d'abord une pathologie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à un segment de patients bien déterminé. Puis, la deuxième étape consiste à mobiliser les ressources internes, impliquer également le conseil d'administration, par exemple, d'un établissement, impliquer également les patients dans l'évaluation et bien sûr les cliniciens et toute l'équipe médicale, définir une scorecard, c'est-à-dire définir à la fois des outcomes avec un instrument calibré, définir également des CROM, c'est-à-dire des Clinician Reported Outcome Measures, c'est-à-dire des données médicales qui sont généralement dans les logiciels métiers, définir également des coûts et un ajustement au risque pour qu'une plateforme puisse intégrer, fédérer en fait les données de plusieurs équipes et ensuite comparer en fait à travers une analyse et l'intégrité de la donnée des résultats entre équipes, mais au sein des équipes. Donc il y a vraiment un benchmark interne et externe qu'il faut distinguer. Alors bien sûr, il y a des investissements, notamment en project management, notamment en coûts de développement, avec également des incitatifs qui sont soit économiques, soit psychologiques, sur de la rémunération ou sur, par exemple, de la réputation. La création également de communautés apprenantes
avec derrière des cycles d'amélioration itératifs et une traction également collective pour améliorer les pratiques. Puis, enfin, la dernière étape, c'est de forger des alliances, des partenariats avec des payeurs, des sociétés savantes, avec également des assureurs et des industriels. Alors, la première dimension, qui est donc d'enregistrer les résultats, de les collecter, c'est finalement d'enregistrer la qualité. Mais ce terme qualité aujourd'hui est galvaudé, on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire. La distinction que l'on opère dans le Value-Based Healthcare, c'est distinguer la pertinence de la performance. La pertinence, c'est le service médical rendu, autrement dit la valeur ajoutée que le soin ou le parcours de soins apporte aux patients. Ça se mesure à travers la qualité de vie et la récupération fonctionnelle. La performance, en revanche, c'est les taux de complications de réintervention, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles l'acte a été réalisé. Et on peut, par exemple, avoir des soins qui sont réalisés sans complications, mais qui n'ont pas nécessairement un bénéfice clinique pour le patient. Autrement dit, des soins performants ne sont pas nécessairement pertinents. Et l'idée du Value-Based Healthcare, c'est de combiner les deux dans un score composite qui permet ensuite des mesures itératives. Bon, là, vous avez un exemple, par exemple, sur tout ce qui va être le cancer de la prostate, sur le fait que les praticiens ont une vision très différente de ce qui importe au patient par rapport à la vision du patient. Vous avez différents types d'outcomes qui peuvent être par exemple la libido, les diarrhées, la souffrance, la fatigue, où le praticien considère que ce n'est pas ou peu important, tandis que le patient, lui, considère que c'est très important. Donc l'idée, c'est de redonner en fait au patient la possibilité de hiérarchiser les critères qui lui importent pour en tenir compte. Et on est aujourd'hui dans un effort de standardisation internationale par rapport à ces indicateurs avec l'OCDE et l'initiative Paris, où les ministres de la Santé en 2017 ont été invités à un effort commun au sein des pays de l'OCDE pour créer une norme par pathologie qui permette de comparer les équipes selon des indicateurs harmonisés. Ça va bien sûr dans le sens de ce que fait ICHUM. Donc, ce consortium international définit des instruments calibrés, combinant des PROM, des CROM, également des calendriers de collecte, de manière à créer des groupes de données de vie réelle qui soient statistiquement comparables et ajustés au profil des patients. Donc là, vous avez aujourd'hui presque 35 pathologies couvertes qui recouvre plus de 60% du fardeau de maladie et de prévalence au sein, selon la classification de l'OMS. Alors, comment ça marche ? Vous avez, pour le cancer du sein, par exemple, différents types de données, pas seulement des données de survie globale, ou également on va dire de progression-free survival, mais également des douleurs qui sont mesurées, également une vie sociale, une vie intime qui sont prises en compte, également un aspect psychologique durant le traitement. Et cette dimension-là crée vraiment une vision beaucoup plus holistique, centrée sur les préoccupations du patient, c'est-à-dire ce que le patient considère comme important pour lui. Ensuite, on crée également une standardisation des points de collecte selon les parcours. Donc, certains auront une mastectomie et donc ces parcours seront différents de ceux qui auront une chimiothérapie, par exemple, sans mastectomie. Vous avez après ces outcomes qui sont discutés. Ils sont collectés avant la consultation et pendant la consultation, le praticien revient sur les outcomes, regarde les dimensions de la roue que je viens de montrer et mesure tous les trimestres ou tous les 6 mois l'évolution de chaque dimension de manière à voir comment faire progresser ces outcomes, la qualité de vie, la récupération fonctionnelle, améliorer les traitements, changer de traitement. Donc l'idée, c'est d'impliquer le patient également dans cette prise de décision pour qu'on ne soit plus dans un modèle paternaliste, mais plutôt un modèle beaucoup plus coopératif où le patient a également un mot à dire sur ses préférences et les orientations du parcours. Là, vous avez par exemple aux Pays-Bas un exemple de PROM pour permettre aux patients de mesurer sur une échelle les différentes dimensions. Bon, là, c'est pour l'arthrose.
vous voyez qu'en quelque sorte, on est en train de designer de manière très ergonomique ces instruments pour engager les patients dans un taux de réponse qui, aujourd'hui, est supérieur à 90%. Quand vous avez plus de 90% des patients qui répondent à ces questionnaires, qui sont parfois longs, hein, vous avez derrière un indicateur de la façon dont ces questionnaires sont perçus. Ce sont des auto-questionnaires, donc ça ne ralentit pas l'activité dès lors que le patient le remplit, généralement dans la salle d'attente. Et c'est que, d'une part, ces questions vont servir à l'adaptation du parcours, permettent également aux patients de voir la progression de son état de santé par rapport au traitement. Donc en fait, ce n'est pas un questionnaire d'expérience, c'est véritablement un questionnaire qui fait partie intégrante de la thérapeutique. Vous avez comme exemple ce qui s'est passé au sein du groupe Santéon depuis maintenant 5 ans. On a 6 établissements au sein des Pays-Bas qui sont des établissements privés, universitaires, pour lesquels un benchmark a été organisé. Et pour le cancer du sein, vous avez des catégories en fait, d'indicateurs qui permettent aux 6 établissements de se comparer en termes d'outcome, de coûts, de process, mais également avec une algorithmie ajustée au risque et au profil des patients. L'autre grande étape, c'est de cartographier en fait, les parcours en mesurant le temps pour chaque étape. Donc chaque étape est indiquée ici pour un parcours de brachythérapie où vous avez en fait en noir le nombre de minutes allouées à chaque étape. Et il est possible ensuite de revenir sur qui est en charge de telle étape, le temps investi par cette personne, la rémunération de cette personne à la minute et d'avoir une vision très fine des coûts pour tout le parcours en permettant ensuite, en changeant par exemple une étape ou 2 étapes du parcours, de mesurer l'impact en termes de coûts. C'est la fameuse approche Time Driven Activity Based Costing, qui est certes très précise, c'est sans doute le gold standard dans la mesure des coûts, mais difficile à implémenter et à généraliser, parce que dès que vous modifiez quelque chose, il faut reprendre à zéro cette mesure qui est chronophage. En termes d'ajustement au risque, vous avez ici un exemple à Uppsala en Suède où le service de maternité a créé en fait des segments et des sous-segments de sa population de patients de manière à pouvoir adresser les outcomes et détecter quels sont les patients pour lesquels les outcomes sont insuffisants et pour lesquels on pourrait mettre en place un process ou un parcours plus performant. Je passe à l'étape suivante qui est la comparaison. Donc la comparaison, c'est à la fois créer une communauté apprenante avec des cycles d'amélioration, donc Plan, Do, Study, Act, et l'autre point, c'est de créer des benchmarks transparents, non pas pour stigmatiser des praticiens ou des équipes qui seraient sous-performantes, mais au contraire pour les inciter et les encourager à rattraper leur retard par rapport à d'autres équipes auprès desquelles elles pourraient se rapprocher, apprendre dans un dialogue de pair à pair non paternaliste. Alors, ce benchmark, il peut être soit interne, soit externe. Vous avez par exemple l'OCDE qui a créé le premier benchmark externe dans son rapport l'année dernière, où vous avez pour le cancer du sein un instrument PROM et derrière des équipes qui se comparent nominativement, qu'elles soient basées à Bâle ou dans d'autres pays, y compris en France. Ces benchmarks sont nominatifs. La véritable comparaison, elle n'est pas entre ces établissements qui, bien sûr, se distinguent les uns des autres, mais qui sont quand même très rapprochés en termes d'outcome. C'est plutôt tous les établissements qui ne sont pas sur cet histogramme et qui, du coup, ne sont pas visibles, sont moins attractifs, ne peuvent pas également se comparer, donc s'améliorer. Et il y a également, par cette attractivité, des reports d'adressage qui font qu'ils attirent moins de patients et donc, quelque part, se mettent en difficulté. Tout ce qui concerne les benchmarks internes, on va prendre par exemple à nouveau l'exemple de Santéon, ce groupe d'hôpitaux privés néerlandais, et vous avez par exemple un des 6 hôpitaux, St Antonius, qui a progressé de 258% en termes de complications en l'espace de 18 mois, simplement parce qu'en 1 an et demi, il a pu se comparer, détecter les process et se rapprocher des leaders qui sont donc des confrères et comprendre en comparant les routines quels sont les process sur lesquels ils peuvent s'améliorer, en mesurant également en temps réel les outcomes et voir l'impact que ça a sur les patients.
Un autre exemple en Grande-Bretagne, Spire, qui se compare pour la prothèse de hanche avec le NHS. Spire a un reste à charge qui est pris en charge par les complémentaires et les assureurs. Et donc, pour justifier de ces coûts supplémentaires et de ces tarifs, Spire a mis en place ce benchmark qui permet de détecter des acteurs qui sont moins performants. Ces acteurs sont immédiatement repérés par le directeur médical qui se rapproche des praticiens, les invite à progresser, à entrer dans ce dialogue et cette communauté apprenante. Et s'il n'y a pas de progrès, le Chief Medical Officer va réorienter les patients vers d'autres établissements. Et donc, par ce flux d'adressage, l'idée est de préserver la réputation de Spire, également justifier et légitimer en fait sa politique tarifaire de manière à également mettre la pression sur des acteurs ou des équipes qui ne sont pas prêtes à ce changement, qui ne sont pas prêtes à se challenger, qui ne sont pas prêtes à progresser pour améliorer leurs outcomes et donc œuvrer pour le high value care. MyNHS a été développé par le NHS donc, depuis 2017. Ce portail est un moyen aussi de comparer les équipes avec des scores nominatifs PROM, CROM. Et vous voyez en fait avec des pictogrammes above average, average ou des acteurs qui sont sous-performants avec donc la possibilité pour des néophytes qui ne sont pas spécialistes ou des usagers du système de santé de s'orienter en comparant les établissements. Ce portail a été fermé il y a 1 an. Le NHS est en train en réouvrir un autre avec une présentation encore plus élaborée, mais on rentre clairement dans cette logique de score nominatif fondé sur la qualité de vie, fondé également sur l'ajustement au risque, qui n'a rien à voir avec des outils, par exemple, qu'on utilise en France, comme Scope Santé ou ISATIS, qui s'intéressent plus au process qu'aux résultats des soins et au service médical rendu. Alors, juste également, par rapport au ranking et au classement, en France, on a Le Point, mais il y a US News aux États-Unis et dans chaque pays, vous avez ce type de classement hospitalier. Newsweek a lancé un ranking qui, lui, se fonde également sur les outcomes. C'est la première fois qu'une méthodologie de classement hospitalier demande à tous les établissements s'ils utilisent des outcomes et donc si les PROM sont partie intégrante de leur process d'amélioration et s'ils sont centrés sur le service médical rendu, sur cette culture du résultat. La troisième dimension, c'est tout ce qui va être des mécanismes de récompense, de retour sur investissement. Donc, on investit et on incite. Cette incitation, elle n'est pas que économique, elle est également en termes de reconnaissance des pairs, donc elle est également psychologique. Alors, sur l'investissement, il y a bien sûr un coût upfront qui est un coût de développement de plateforme. Et donc, cette digitalisation de la collecte, pour un grand hôpital, par exemple universitaire, a un coût significatif. L'idée, c'est bien sûr de s'affranchir d'une licence qui devrait derrière, au-delà du coût, ralentir par exemple des évolutions parce que quand un IT vendor vous vend une licence, eh bien souvent il est très difficile de faire évoluer la plateforme selon un process assez rapide. Et donc il y a tout le débat sur est-ce que j'achète ou est-ce que je construis avec des coûts qui peuvent varier, mais également cette logique de dire je m'émancipe et je suis en plein contrôle de mon outil de mesure. Après, on a une incitation qui généralement se fonde sur la forfaitisation des parcours et un paiement forfaitaire qui, quelque part, diminue la course folle dans laquelle on est aujourd'hui emprisonné avec la tarification à l'acte. Plus on fait d'actes, étant donné qu'on travaille dans une enveloppe fermée, plus les tarifs diminuent. Et cette érosion tarifaire contribue en fait à faire un petit peu comme la souris dans la roue, courir de plus en plus, voire prescrire ou surprescrire des traitements inutiles ou non pertinents uniquement pour faire du chiffre d'affaires, ce qui est bien sûr totalement délétère à la fois pour le patient et le système de santé. Donc l'idée, c'est de forfaitiser en disant on va englober en fait dans un parcours qui jusqu'à présent est hyper fragmenté l'intégralité de toutes les étapes et faire que, au lieu d'avoir plusieurs petits forfaits par acte,
on va globaliser le forfait et payer pour un diagnostic selon un case mix, un montant global. S'il y a plus de complications, elles sont intégrées dans ce forfait. On ne paiera pas on va dire, de coûts de rattrapage s'il devait y avoir des réinterventions. Et on a observé au sein de notre rapport dans les 22 pays que beaucoup d'acteurs aujourd'hui allaient dans cette direction. Vous les voyez, c'est des centrales d'achat, c'est des payeurs publics et des assureurs, c'est également des industriels. Donc aujourd'hui, on a une grande diversité d'acteurs qui sont dans ce modèle de bundle payments. Bon, un exemple connu, c'est celui de l'ostéoarthrose et donc de la prothèse de hanche et de genou en Suède. Et vous voyez en fait des résultats qui sont quand même très importants puisqu'on responsabilise l'équipe soignante pendant 2 années de service après-vente en quelque sorte, qui derrière génère par exemple un retour à l'emploi qui diminue, on va dire qui est plus rapide dans 17% des cas, avec un coût par patient qui a diminué de 20%. Tout ça en l'espace de 2 ans, donc c'est quand même extrêmement rapide. L'autre dimension, c'est l'amélioration. Alors l'amélioration, c'est des cycles itératifs, Plan, Do, Study, Act, mais c'est également de la recherche, et on voit que le Value-Based Healthcare transforme également tout ce qu'on appelle les Randomized Controlled Trials, donc les essais randomisés contrôlés. Comment ça fonctionne ? D'abord, sur la transparence et les effets positifs de la transparence. Vous avez chaque point ici sur ce diagramme qui représente un établissement de santé. La ligne rouge, c'est en fait le taux de complication pour le cancer rectal aux Pays-Bas. Et vous voyez que les points, en l'espace de 4 ans, se rapprochent. Autrement dit, il y a un tropisme et un effet mimétique des établissements. Et vous voyez également, parce que l'échelle est inversée, que la ligne rouge et le taux de complication diminuent de manière rapide, au point que 43% du taux de mortalité intra-hospitalière, la réduction du taux de mortalité intra-hospitalière a diminué de 43%. Ça, en 4 ans. Comment est-ce que ça a pu être possible ? Ça a été possible simplement parce qu'on a rendu transparent les résultats et personne ne veut rester en retrait. Donc, chaque acteur s'est dit on peut faire mieux, les autres le font, on doit modifier nos pratiques. Et cet effet à la fois de fierté et de sursaut confirme la thèse que tout sujet éclairé modifie son comportement. Vous avez en Suède également un autre exemple de ce type pour un registre sur les coronaropathies avec un score composite pour la qualité des soins, avec derrière, en 2006, les données qui sont rendues publiques. Et vous voyez en fait que les courbes d'amélioration de cette qualité de ce score augmentent rapidement pour le groupe leader et encore plus rapidement pour ceux qui sont à la traîne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Suède investit massivement dans ces données de vie réelle, parce que le coût d'investissement pour créer un registre et l'entretenir crée une efficience dans le système de soins en évitant en fait des traitements inutiles. Il y a un aspect de fierté. Vous voyez ici à Uppsala à nouveau que tout ce qui était rouge en l'espace d'un an quasiment devient vert, et tous les indicateurs font qu'en se comparant, on s'améliore très très vite. D'autres exemples également au-delà de l'hôpital, puisqu'on pense souvent que le VBHC est hospitalo-centré, c'est que par exemple vous avez des acteurs indépendants, donc ce sont des praticiens libéraux ou des professionnels de santé qui par exemple préconisent non pas la chirurgie mais sur tout ce qui est suite de soins, une réadaptation qui parfois se fait avec des exercices physiques en amont de l'intervention, avec derrière, 1 an après ce type d'approche, des arrêts de travail qui diminuent de 42%, ou bien également la qualité de vie qui augmente de 20%. Donc tout ça fait que cette dynamique s'opère dans les établissements. En dehors des établissements, les essais cliniques également sont transformés, parce que quand vous vous appuyez sur un registre, là on regarde par exemple tout ce qui est thrombectomie, avec derrière des interventions coronaires percutanées, donc les TAVI, vous vous rendez compte qu'en fait vous avez un coût pour un essai de phase 2B ou 3 qui peut être diminué par 30. C'est-à-dire que le coût et le niveau de preuve est le coût diminue est 30 fois inférieur, mais le niveau de preuve est le même.
avec des publications dans le New England qui démontrent exactement la même chose, non pas sur 6 mois, mais sur 40 mois. Autrement dit, le caractère longitudinal améliore encore ces résultats et également l'évolution des guidelines est beaucoup plus rapide. Vous voyez en fait qu'en l'espace de 5 ans, la thrombectomie a été complètement abandonnée, alors que ça aurait pu prendre peut-être 10 ans si on avait travaillé avec des essais cliniques qui coûtent très cher et qui du coup ralentissent l'évolution des données. Donc le MEA et la FDA travaillent également sur ces essais en vie réelle avec des registres. Alors les partenariats, c'est ma dernière section et c'est ma conclusion. Vous avez beaucoup d'acteurs qui travaillent pour à la fois des alliances externes, des collaborations externes, et puis bien sûr la mobilisation des équipes en interne. Sur les collaborations externes, des acteurs industriels comme Amgen, Roche, Medtronic ou des payeurs comme Mensis sont vraiment pionniers. Vous avez également UniHA qui a lancé en France un appel d'offres fondé sur les outcomes pour également l'achat de lits périopératoires chauffants. MoveCare qui est également un cas particulier qu'on a mis en exergue dans le rapport que je vous invite à lire, puisque là, on est vraiment sur de l'IPROM et des biomarqueurs digitaux qui font partie aujourd'hui de l'arsenal des dispositifs médicaux remboursés, avec d'ailleurs des SMR très élevés. Mais la grande idée, en fait, c'est le mot de la fin, c'est de dire qu'en fait, vous avez des établissements qui se comparent. Souvent, cette auto-évaluation font qu'ils sont réticents à se comparer avec leurs rivaux et ils se regardent dans le miroir. Le fait qu'ils se regardent dans le miroir les empêche de détecter s'ils sont surperformants ou sous-performants. Ils ne peuvent pas non plus se rapprocher de leurs pairs pour apprendre auprès d'eux. Et un établissement en vert, par exemple, va avoir de meilleurs outcomes. L'idée de cette communauté d'acteurs et cette communauté apprenante, c'est de détecter quel est celui qui surperforme et de le faire savoir aux autres acteurs pour créer cette traction apprenante, cette émulation collective. Et derrière, également partager ces résultats avec d'autres praticiens en ville, des correspondants, des adresseurs, également des établissements, mais aussi les patients, les payeurs publics et privés, les autorités de santé, les sociétés savantes, les fabricants, comme bien sûr les industriels, mais également le grand public qui, pour des soins planifiés, pourrait également choisir de s'orienter vers certains acteurs. Cette idée, en fait, d'un écosystème transparent fondé sur le service médical rendu, c'est l'idée justement de cette ouverture de la gousse de manière à jeter de la lumière sur le système, distinguer des acteurs et travailler sur le high value care.